et de la communauté éducative et notre mobilisation pour défendre la liberté d'expression et la primauté de la laïcité dans l'organisation de la République. Je souhaite associer à cet hommage les 3 victimes de l'attentat terroriste de Nice du jeudi 29 octobre. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, nous allons procéder à l'appel angélique. Michel Leroyer. Présent. Sylvie Erard. Présent. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté da Fonseca. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Sylvie Cellier. Joël Chapelle, absent, a donné pouvoir à Michel Leroyer. Sylvain Motu de Lièvre. Présent. Rémi Dujardin. Présent. Yves Salard. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Gru. Présent. Isabelle Mélé, absente, a donné pouvoir à Sylvie Erard. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Giraud. Présent. Marjolaine Couriot, absente, a donné pouvoir à Roland Fouché. Pascal Antoine. Présent. Stéphane Le Bachelet. Présent. Anne Rouleau-Collin. Anthony Bureau, absent, a donné pouvoir à Michel Leroyer. Audrey Lamotte, absente, a donné pouvoir à Olivier Breuil. Angélique Belfort, présente. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Présent. Jacques Clément. Présent. Patrick Antoine. Présent. José Collado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Jean Galas. Linda Carrier-Permela. Merci. Monsieur Frédéric. Merci, Maire. Je voudrais poser une question avant que je démarre ce conseil. Compte tenu du contexte sanitaire, vous avez choisi de ne pas accueillir de public, même en nombre limité. Nous comprenons fort bien ce choix. Nous déplorons qu'un nombre limité de public ne puisse pas être accueilli. Par ailleurs, les conditions de proximité ou de distanciation physique dans cette salle semblent un peu difficiles. Nous aurions souhaité qu'une autre salle puisse être choisie parce qu'un certain nombre d'entre nous craignent, en effet, malgré le masque et les restrictions, les conditions, les recommandations sanitaires, d'être contaminés. D'ailleurs, ce sont les recommandations qui sont également édictées par le gouvernement de faire le maximum de visio. Donc vous n'avez pas souhaité de place réservée pour le public, même en nombre limité. Comptez-vous retransmettre la vidéo, par vidéo, la séance de ce conseil municipal en direct? Qu'en est-il par ailleurs des séances à venir? Si la loi vous autorise en effet à ne pas accueillir ce public, en revanche, elle impose le direct. Par ailleurs, les conditions, donc je disais, mises en œuvre de ce conseil peuvent signifier pour un certain nombre d'élus de ne pas pouvoir venir, d'être empêchés, et finalement ne peuvent pas suivre le conseil, même en direct. Nous aurions aimé que les élus qui ne sont pas là et qui ont donné le pouvoir pour X raisons puissent suivre le conseil. Comptez-vous mettre donc ce soir en place un système de visio et une retransmission en direct, et qu'en est-il pour les séances à venir? Merci. Monsieur Collado, la
municipal a été adressé le 13 novembre dernier. Le 13 novembre, circulaire préfectorale imposait l'absence de public au réunions de conseil municipal. Elle indiquait également que la séance du conseil municipal peut être retranscrite au public par tout moyen. C'est une possibilité. La loi du 16 novembre, donc de lundi dernier, a modifié les termes de l'organisation des séances de conseil municipal. Elle indique que la séance se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Donc, dès parution du décret, nous avons acheté une caméra pour filmer la séance. Les moyens techniques ne nous permettent pas de retransmettre en direct sur le site internet. Donc la prise caméra de ce soir sera mise sur le site internet à partir de lundi. Voilà, donc toute la population pourra regarder la transmission de ce conseil municipal, non pas en direct, mais en léger différé. Pour les prochaines séances, j'espère que la contamination diminuera et que les dispositions nous permettront d'accueillir du public. Voilà. Nous allons faire estimer par un installateur l'aménagement de cette salle en vidéo pour pouvoir proposer une retransmission en direct sur le site internet. On aura une estimation qu'on pourra étudier. Donc nous constatons que la séance n'est pas conforme aux dispositions de la loi et qu'elle empêche un certain nombre d'élus conseillers municipaux d'y participer en direct. Non, elle n'empêche pas les conseillers municipaux de participer à la réunion de ce soir. Il me semble que vous êtes presque au complet ou au complet. Il y a trois élus qui sont absents, donc le conseil est presque au complet. Donc on n'a pas empêché aux conseillers municipaux de participer à cette réunion de ce soir. Le compte rendu de la dernière réunion. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte rendu? Donc j'avais deux choses à indiquer. Monsieur Collado, vous avez demandé le montant de l'encours de la garantie d'emprunt, puisque c'était une question qui était à l'ordre du jour. Donc le montant résiduel est de 804 550,29 €. Voilà. Deuxième chose, Monsieur Clément, vous avez annoncé lors du conseil municipal de septembre que la différence du taux de taxe pour la ville de la Ferté-Macé entre la situation actuelle et celle liée à notre entrée dans la communauté de communes en passée ferait supporter à la commune un manque de recettes de l'ordre de 400 000 €. Excusez-moi, je n'ai pas noté le chiffre exact. 492 000. 492 000. Oui. Ce chiffre n'est pas bon. Vous avez sans doute comparé le taux actuel de la ville de la Ferté-Macé et le taux actuel de la CDC appliqué peut-être à la commune de Bagnoles-de-l'Orne. Or, le taux intercommunal sur Bagnoles baisse tous les ans. Exemple, la taxe foncière est à 9,76% en 2017, 9,66% en 2018, 9,57% en 2019 et 9,48% en 2020, puisqu'il y a lissage des taux sur 12 ans. En reprenant l'article de Ouest France du 14 avril 2017, vous verriez que le taux à la fin du lissage de la taxe foncière bâtie
est de 8,67%. Ces taux seraient appliqués dès notre entrée dans la CDC. C'est d'ailleurs ce qui a été fait lors de notre entrée dans Ferrari. L'écart n'est donc pas le montant que vous indiquez, mais de 148 000 € pour la taxe foncière bâtie, 600 € pour la taxe foncière non bâtie et 101 000 € pour la taxe d'habitation. Les taux étant appliqués sur les bases 2019. La taxe d'habitation, qui en 2021 va diminuer de 80% et va diminuer en 2023. J'en ai pas tenu compte. Voilà, donc correction sur les montants. Bon, je me permets d'intervenir, je laisse le masque. Déjà en ce qui concerne le dernier point, effectivement, sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, effectivement, 80% des contribuables n'ont plus à la payer, effectivement, il reste 20% qui vont payer, et selon effectivement la situation, un programme dégradé, c'est-à-dire que 2021, 2022, 2023, effectivement, verra une baisse pour que les gens qui aujourd'hui payent des taxes d'habitation soient exonérés. En ce qui concerne effectivement ce que vous évoquez, monsieur le maire, il faut qu'on se rende, qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai évoqué effectivement le différentiel de taux entre Ferralo, d'un côté, concernant les différentes taxes qu'on a évoquées, c'est-à-dire taxe foncière non bâtie et taxe d'habitation, et le taux effectivement qui est pratiqué sur Andès passé. Il y a un différentiel de taux qui fait que si on veut une neutralité fiscale pour les faire croire, pour les gens, pour la commune, nous sommes bien au niveau de la commune. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir effectivement baisser les taux de la commune intéressée et ça fait en sorte d'arriver à cette neutralité. Tout à fait le calcul que j'ai évoqué et sur lequel je persiste effectivement pour dire que ça représente 400, je n'ai pas les chiffres ici, mais ça représente 492 000 € au total, effectivement, de différence. Donc là, le nivellement sur 10 ans n'a aucunement à intervenir à ce niveau-là. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour la ville de la Ferté-Massé, à recevoir pour la ville de la Ferté-Massé. Voilà, mais à moindre proportion par rapport à ce que vous indiquez, puisque c'est le taux en fin de lissage qui est appliqué, et non pas le taux actuel intervenir. Voilà la différence, et la différence est bien là. Merci. Non, Première question à l'ordre du jour, le règlement intérieur du conseil municipal. Olivier Breuil. Règlement intérieur du conseil municipal. Monsieur le maire, informellement du conseil municipal, que suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires du 28 juin, il y aurait lieu dans un délai de 6 mois, suivant l'installation du nouvel conseil municipal, d'adopter un règlement intérieur de celui-ci. Et ce, afin de fixer les règles propres du fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En effet, les communes de 1000 habitants et plus, là c'est très précis, 1000 et plus. Les communes ont l'obligation de se doter d'un règlement intérieur. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Un projet de règlement intérieur dont vous trouverez copié dans les pages suivantes, fixe notamment les conditions d'organisation et de déroulement des séances du conseil municipal. Nous avons élaboré ce projet en nous inspirant très largement de ce qui se fait et ce qui est recommandé par l'Association des maires de France. On a communiqué un premier projet au groupe minoritaire il y a une quinzaine de 3 semaines pratiquement, qui nous a demandé un certain nombre de modifications qu'a fait certainement. On en a donc tenu compte dans ce projet, mais il y a un certain nombre de modifications qui ont été redemandées très récemment et le document a été édité. Donc on va vous expliquer dans quelle mesure on accède à votre demande. Je peux parler, monsieur le maire? Oui, allez-y. J'ai en effet fait remonter des remarques et des souhaits
contrairement à ce que dit M. Breuil, je n'ai pas fait redemander des modifications, je n'ai fait qu'une demande. Et j'ai signalé que parmi les demandes que vous n'aviez pas acceptées, il y en a certaines qui n'étaient pas conformes à la loi, tout simplement. Donc on verra si ce que vous me dites ce soir, parce que je les ai mis dans les questions que je vous ai envoyées lundi. Donc je n'ai pas fait de nouvelles demandes, soyons précis. Je fais une demande et une seule, listée, j'ai fait remonter au maire, et je n'ai pas fait de nouvelles demandes. En revanche, j'ai argumenté mes demandes, et je vous dirai pourquoi. Très bien, M. Coulado, il est prévu d'en discuter en fin de présentation de cette réglementation du conseil municipal. Donc, il y a 35 articles, on ne va pas tous les lire, il y a des choses qui sont tout à fait banales et que tout le monde, sur lesquelles tout le monde tombe d'accord. On va aller directement à ce qui posait un petit peu plus de problèmes dans l'esprit du groupe minoritaire, qui concerne en fin de compte les articles à partir de l'article 29, qui concerne en fin de compte l'expression politique dans le bulletin municipal. C'est essentiellement là qu'on avait des remarques. Donc, on réaborde le sujet sur l'article 29, objet. Ça concerne donc l'expression politique dans le bulletin municipal. L'objectif du présent titre est de fixer les conditions d'utilisation d'une tribune politique au sein du journal de la municipalité de la Ferté-Macé et sur le site internet de la ville, ou tout autre outil de communication numérique. Article 30. Définition de l'espace imparti. Document écrit. La publication des tribunes libres est soumise aux règles suivantes. Tribune libre des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale est ouverte à l'expression du groupe politique représenté au sein du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité municipale. Le texte de la tribune. Titre plus signature, c'est assez précis, est limité et ne doit pas excéder, on avait mis 1300 signes, on va passer à 1800 signes. Sinon, ça laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer. Espace compris, donc, ne pas dire 1300 signes, mais 1800 signes, espace compris, sachant que le titre et la signature est inclus. On supprime tout ce qui représente, puisqu'on a supprimé, on a augmenté le nombre de signes, bien évidemment, ça ne représente plus de colonnes d'espace, de choses de compagnie, donc on supprime cette phrase-là. Et on rajoute dans la même typographie que tous les autres articles du bulletin. Le même espace et avec les mêmes termes du journal municipal sont mis à la disposition sur le site internet de la ville de la Ferté-Macé. Ça, c'est une modification que vous avez souhaitée, qu'on a faite. On avait écrit le texte avant, c'est pour ça qu'on vous dit qu'ici on modifie. Vous pouvez répéter dans la formulation exacte, vous l'avez écrit quelque part. À partir du texte, le texte de la tribune. Titre plus signature entre parenthèses est limité et ne doit pas excéder 1800 signes. C'est simplement sur les supports. C'est sur les supports. Le même espace compris, et dans la même typographie que les autres articles du bulletin. Le même espace et avec les mêmes termes du journal municipal sont mis à disposition sur le site internet de la ville de la Ferté. Une phrase qu'on n'a pas changée. Donc la même typo, par contre, nous on n'a pas connaissance de la typo. On nous l'a donné, ou alors on ne peut pas utiliser la typo que vous avez adoptée. Non, on ne la connaît pas forcément non plus, mais ça sera la même. Ça sera la même. Il n'y aura pas de différence entre la typo de la majorité et pas de Pas de problème. Article 31. Règles de composition. Les textes à figurer dans les tribunes sont composés dans le même style que les autres parties rédactionnelles du journal. Les règles de la composition sont identiques pour chaque tribune. Composition de texte, en bas de case, c'est minuscule. Dans le même corps de texte, taille et caractères. Composition des titres et des intertitres. Les graisses éventuelles, des caractères peuvent apparaître de manière évidente dans les textes et seront remis au directeur général des services de la mairie
et sont reportées telles quelles. La tétière pourra être fournie par les groupes d'opposition en respectant un bandeau de 2 cm par 11 cm. Seul l'écrit est autorisé comme moyen d'expression. J'avais une question sur seul l'écrit est autorisé. Monsieur Collado. Oui. Une image, un graphique, est-ce que vous entendez par écrit, sachant que sur les supports, Internet notamment, il y a d'autres moyens d'expression que l'écrit. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sujet? Oui. Donc, le règlement du conseil municipal que l'on vous présente ce soir, composé sur la base, comme l'a dit Olivier, du modèle de l'AMF, qui ne détaille pas les modalités d'emplacement sur le site internet, ni sur les autres moyens de communication, style Facebook et autres. Donc, ce que l'on propose, c'est d'entamer un travail sur l'expression sur les outils numériques de la mairie, parce qu'à partir du moment où on souhaite présenter un projet sur le site internet, on doit pouvoir vous garder un emplacement pour que vous vous exprimiez sur ce projet. Donc il faut que l'on fixe des règles d'utilisation du site internet de la commune pour l'ensemble majoritaire et minoritaire. Ce travail-là n'est pas fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de le travailler pour le rajouter au prochain conseil municipal en avenant au règlement du conseil municipal que l'on vous propose ce soir. Donc, seul l'écrit est autorisé, comme une expression, pour le moment uniquement sur le bulletin municipal papier. Tout à fait. J'ai bien compris, il y aura un avenant. Si demain nous voulons vous donner un graphique, une image, une vidéo, une interview, nous pourrions fort bien vous le communiquer pour qu'il trouve sa place comme moyen d'expression sur le site internet, puisque le site internet est autorisé. Non. Je ne pense pas que ce soit comme ça que le texte le prévoit. C'est sur des articles qui sont proposés par la municipalité en termes de présentation de projets et autres. C'est là qu'on va pouvoir vous conserver un emplacement de texte sur l'article qui est sur Internet. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur la préparation des modalités d'intervention sur le site Internet. Excusez-moi, j'ai peur de ne pas comprendre. C'est-à-dire que vous exposez un projet et vous pourrez y réagir. La question de la tribune, elle est tout autre, c'est la question de l'expression. Vous ne pouvez pas nous limiter à l'expression sur un article ou un projet. C'est une tribune qui est un espace d'expression et il ne peut pas être limité. Non, c'est pas un espace d'expression. On ne peut pas faire, vous ne pouvez pas aller C'est quoi sur tout sujet. C'est une intervention sur les sujets communaux. Non. Sur les sujets communaux, où vous pouvez intervenir avec des limitations et des règles. Alors, est-ce que vous souhaitez, monsieur le maire, que tout de suite je pose la question concernant l'article 33 puisque ça revient. Juste pour terminer, c'est bien ce que je vous disais tout de suite, c'est un sujet important qui mérite de travailler sur des règles pour que ce soit applicable sur les sites internet et pages Facebook. La technique, c'est autre chose. La jurisprudence est pas que relativement claire, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une expression de la majorité, dans un bulletin d'information générale, d'accord ? Quel que soit le support, quel que soit le support, les groupes n'appartenant pas à la majorité municipale ont la liberté d'y insérer un espace, quel que soit le sujet dont ils souhaitent parler. D'accord ? Je ne crois pas. Vous avez bien dit, à partir du moment où il y a l'expression de la majorité sur le site internet. Il y a bien un site internet aujourd'hui. Voilà. Et donc, à partir du
projets communaux, là vous avez la possibilité d'avoir une place sur le site internet. Si le site internet n'est utilisé que pour de l'information, il n'y a pas la possibilité de vous laisser une place, puisque ce ne sont que de l'information. Donc, M. Galado, c'est pour ça qu'il faut que l'on travaille ensemble pour préparer un amont à ce règlement, pour qu'on se mette d'accord sur l'utilisation du site internet et des choses précises. Bon, ce qui est possible dans le bulletin papier n'est pas possible dans le bulletin internet, alors si j'ai bien compris. Pas surtout les sujets. Alors, Je vous dis, M. Galado, sur des sujets qui concernent des projets communaux, vous avez une place pour vous exprimer sur ce projet ou autre. Par contre, si ce ne sont que des informations, alors, là, il n'y a pas de place pour l'expression de la minorité. un agenda, des choses comme ça, je suis d'accord. En revanche, le site actuel détaille un certain nombre de réalisations ou de projets de la ville. C'est déjà le cas. À partir du moment où il y a une expression d'information générale, parce que la jurisprudence, elle définit, même si c'est difficile, elle définit ce que c'est qu'un bulletin d'information générale d'une majorité, c'est les projets, les réalisations, les actions. C'est le cas sur le site. Nous le faisions, vous continuez, et c'est fait pour ça ainsi. Que si c'est pour donner l'agenda gouvernemental, ça n'a aucun intérêt. Je vous donne 2 jurisprudences, j'en ai 7 à votre disposition. Ah, mais on les a. Le Conseil d'État vient de rendre 2 arrêts en date du 20 mai, c'est récent, en date du 20 mai sur la question récurrente de la tribune de l'opposition dans les bulletins et magazines des collectivités. En l'occurrence, les 2 jugements concernent les villes de Chartres, dans le Val-de-Loire, et de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Le premier reprend une jurisprudence classique sur l'interdiction de censurer une tribune d'expression des groupes n'appartenant pas à la majorité et apporte des précisions sur la possibilité d'y traiter ou non des sujets nationaux. Il en ressort que le fait de traiter d'un sujet national ne peut justifier un refus de publication. C'est la loi, tout simplement, la loi sur la presse. Mais M. Galado, on est d'accord Non, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, vous m'avez dit qu'il ne faut traiter que des sujets communs. Non. J'ai dit, c'est écrit dans j'ai dit, M. Galado, que si le site internet ne traite que d'informations, il n'y a pas de place pour des articles sur le site internet. À partir du moment où il y a des projets, autres projets, il y a une place pour la minorité. Voilà. Et donc il faut l'écrire sur un document pour donc aujourd'hui, d'accord. Donc, alors par contrairement à ce qu'il y a dans l'article, nous pouvons donc bien évoquer tous les sujets que l'on souhaite évoquer. Voilà. Et donc il faut que ce soit rédigé pour que les choses soient claires. Et non, mais là, il n'y a pas besoin de rédiger, c'est dans la loi. Si. Mais non, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Donc, je reprends. Aujourd'hui, le site que vous avez continué évoque-t-il des sujets, des projets, des réalisations de la ville? Aujourd'hui, oui. Oui, donc il y a un travail à faire sur l'utilité et l'utilisation du site internet et on découlera des modalités d'application des articles sur le site. Voilà. Et ce sera réclamé pour le n'a pas été fait, et donc on souhaite le faire, et on découlera des modalités d'application. Qu'est-ce que vous entendez par la modalité d'application? Si je vous transmets quelque chose demain, je ne peux pas le mettre. Pas demain. Pardon? Pas demain. On m'a demandé, après la commission à laquelle a participé M. Antoine, qu'il fallait assez rapidement fournir un texte. Oui, sur le bulletin municipal. Pour l'instant, le bulletin municipal, et il est repris sur le site internet. Le bulletin. Mais si je veux une expression sur le site, oui d'accord, ça j'ai bien compris. Mais si je veux une expression sur le site, de la même façon que vous en faites régulièrement, la question de la régularité de la fréquence se pose également dans la jurisprudence, et nous avons le droit d'y mettre une expression. Voilà. Et donc, ce que je souhaiterais, M. Galado, c'est qu'on le rédige sur un document qui ait une difficulté d'appréciation, d'utilisation du site internet par nous et par vous. Voilà, il y a vous qui voyez des difficultés, je vous donne quelque chose demain ou après-demain ou dans 3 jours, c'est sur le site, point barre. Mais a priori, c'est pas ce que vous voyez. Et que l'on s'arrête pas au site internet et qu'on regarde aussi sur la page Facebook comment ça fonctionne, etc. Dans les jurisprudences. Voilà, tout à fait.
Dans ce cas-là, je peux déjà vous transmettre des éléments pour les avoir. On fait sur les modalités d'utilisation des outils de communication. C'est pas ce qu'on dit là, je suis désolé, il y a une jurisprudence. On n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Article 32, technique, transmission des textes à apparaître, l'apparition du bulletin municipal sera annoncée par le service communication 3 mois avant sa parution. Les contributions seront publiées à condition de parvenir au directeur général des services au plus tard le 10 du mois précédent la diffusion du bulletin municipal. À défaut, la mention pas de tribune reçue sera inscrite à l'espace réservé au groupe d'opposition. Article 33, c'est... Oui, j'ai une question, M. le maire, sur l'article 32. Est-ce que vous pourriez répondre à quel moment, je peux la relire, à quel moment, par exemple, la communication des publications et un calendrier de façon à ce qu'on puisse savoir quel est le mois précédent la publication et à quel moment on peut vous donner, on doit vous donner notre contribution. On n'aimerait pas se retrouver avec un oubli involontaire, vous comprenez? À ce jour, on n'a pas le calendrier des publications. Non, monsieur Collado, ça a été évoqué cette semaine en comité de rédaction du bulletin municipal du prochain. Un calendrier vous sera présenté pour l'année prochaine avec les différentes dates et sur toute l'année. Article 33, donc les tribunes, c'est ce que vous venez d'évoquer, donc je vais lire pour mémoire, mais il y aura effectivement à travailler sur ce affaire-là. Cependant, aucune accusation nominative sera publiée. Le maire, en sa qualité de directeur de la publication, peut refuser une tribune présentant un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1880. Le non-respect de cette charte conduira à la non-publication de la contribution. Cette décision sera motivée et pour faire connaissance de son auteur par écrit suivant l'arrivée de la contribution à la mairie. Les phrases suivantes ont été supprimées en attendant de se mettre un peu plus d'accord sur les modifications qu'on peut y apporter. Le droit de réponse pourra être exercé en cas d'argument erroné ou incomplet. Vous pouvez me dire exactement la phrase qui a été supprimée? À partir des sujets des contributions devront traiter des affaires représentant les intérêts strictement communaux, c'est ce que vous venez d'annoncer. Donc ça, on l'a retiré du texte. Donc ça, c'est un amendement que vous avez retiré du texte. Oui, c'est à votre demande, monsieur Collado. Oui, parce que c'est le point d'achoppement. Je sais bien qu'en ce moment, la liberté d'expression ou de diffusion est un peu limitée dans les projets de loi gouvernementaux. Mais ça, si j'ai envie d'en parler demain, vous voyez, je peux le faire. Et vous n'avez pas censuré. La loi sur la presse est extrêmement claire. Elle dit simplement qu'on ne doit pas ni outrager, ni injurier, etc. Point barre. Et que quand bien même que vous refuseriez une de nos expressions, vous pourriez vous heurter à in fine, parce qu'il n'y a que le juge pour juger de ce qui est insultant, injurieux ou outrageant. Vous-même, vous ne pourriez pas l'exercer en réalité. Dans la jurisprudence, sauf si elle est manifeste. Donc une tribune qui vous déplairait, évidemment, vous ne pourriez pas la censurer. Elle serait obligée de paraître, sauf à vous mettre ensuite au contrôle du juge. Exactement. D'accord. Donc merci d'avoir retiré cette phrase, parce qu'elle n'avait rien à y faire. Voilà. Alors, on représentera dans le cadre de l'avenant, parce qu'il faudra peut-être quand même conserver une partie de la phrase où les sujets des contributions ne devront pas traiter d'affaires sur le personnel et les services qui relèvent de la stricte compétence du maire. Mais c'est une évidence, le maire n'a même pas besoin d'écrire. Voilà. Juste ça. Disposition diverses, article 34, modification du règlement. Le présent règlement peut faire l'objet d'une modification à la demande ou sur proposition du maire. C'est bien ce qu'on a l'intention de faire prochainement. Le 35, application du règlement. Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la Ferté-Massé et devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les
les 6 mois qui suivent l'installation. Le maire, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais évoquer sur si nous sommes aussi sensibles à cette question d'expression, puisque vous avez fait un hommage à Samuel Paty qui se battait aussi pour la liberté d'expression, elle se niche partout, la liberté d'expression, y compris dans les tribunes des groupes d'opposition. Et donc moi j'y suis, je peux vous dire, extrêmement sensible. L'article 29, juste avant, mon article, pardon, vous aviez mis en tête l'expression politique dans le bulletin municipal. Dans le bulletin d'information générale publié par la ville, nous souhaiterions que soit ajouté, quels que soient les supports, même si c'est malgré tout abordé ensuite. Mais dans le titre de expression politique dans le bulletin municipal, c'est à nos yeux trop restrictif, parce que là, ça nous fait appel par une notion plutôt d'a priori papier, et conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, c'est dans le bulletin d'information générale publié par la ville, quel que soit le support, numérique, papier ou autre. C'est ce qui est indiqué à la fin de la phrase, hein, si vous et sur le site internet de la ville et tout autre outil de communication numérique. D'accord, très bien. C'était juste un souhait pour dans le titre, hein, puisque c'est lui qui fonde la suite. Article 13, on aurait souhaité que dans le huis clos soit justifié, soit indiqué, le huis clos doit être motivé et justifié. Article 13. Il me semble que c'est le texte, M. Colombo. Bon, si c'est le texte, mais on aurait souhaité que soit indiqué, le huis clos doit être motivé et justifié. Monsieur Colombo. Ensuite, il me semble qu'il n'y avait pas de règlement de conseil municipal à la précédente municipalité. mais c'est pas le problème, vous nous en présentez un. Moi, je n'étais pas maire avant que vous Excusez-moi. Voilà, on fait l'effort de présenter un règlement de conseil municipal. Voilà, je vais la faire. Non, mais c'est pour ça que je vois que le document, monsieur Colombo, la création d'un document n'est pas quelque chose de simple, vous savez bien. Ce que je vous propose, c'est de fonctionner avec le règlement qui vous est présenté ce soir, avec les modifications qui ont été présentées par Olivier Roy. Si quelques moments ce soir, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à la rédaction du règlement, on présentera un avenant et on amendera le règlement du conseil municipal. Alors, vous me dites qu'il n'y avait pas de règlement. D'abord, moi, je n'étais pas maire. Et de toute façon, la loi. Et je n'avais pas dit que vous n'aviez pas mis. Moi, vous n'avez pas fait le règlement. Ce n'est pas mon problème. C'est juste vous avez choisi. Laissez-moi répondre. Vous avez choisi de présenter un règlement. Nous, on se bat pour l'améliorer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous avais laissé, par exemple, la mention, il est interdit de parler des sujets qui ne sont pas communaux, ça ne tenait pas. Donc, je me bats pour l'améliorer. Ne nous reprochez pas de faire un peu cet exercice-là. Bon, ensuite. Non, monsieur Colombo, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Ce que je vous dis, c'est que si le règlement présente des défauts à un endroit ou à un autre, on le retravaille, on présente un avenant et on améliore le règlement au fil du temps et des différentes séances. Voilà, c'est tout. Alors, le règlement du Conseil, ce n'est pas une partie de plaisir peut-être, mais une fois qu'il est adopté pour 6 ans. D'accord? Donc, non, monsieur Colombo. on peut faire des avenants. On peut faire des avenants, voilà. Mais puisque vous nous présentez ce soir, pourquoi vous me reprochez simplement puisque c'est à l'heure du jour? Je dis article 13, on change un mot. Si c'est pas retenu, c'est pas grave. Article 26. Article 26. Est-ce qu'on peut supprimer dans le débat d'orientation budgétaire? Alors, c'est pas. Il y en a qui se foutent de ma gueule, c'est pas une raison. Franchement, on a le droit d'améliorer, de faire des propositions, je ne sais pas. Allez-y, monsieur Colombo. Parce que chacun ne connaissait rien. Bon, faut pas voir. Alors, article 26, vous nous peut proposer l'adoption de choix budgétaires dans le débat d'orientation budgétaire. Non, en aucun cas, on ne peut adopter des choix budgétaires parce qu'il n'y a pas d'adoption au sens strict du terme. Dans la jurisprudence, c'est uniquement des orientations budgétaires, non pas des choix budgétaires. Donc,
c'est relativement clair aussi dans la jurisprudence, c'est sans débat et c'est une prise d'acte. Il n'y a pas d'adoption de choix budgétaire. Il y a des adoptions, à la rigueur, d'orientation budgétaire, puisque c'est bien l'objet du débat d'orientation budgétaire, mais selon nous, il n'y a pas d'adoption de choix budgétaire. Voilà. Est-ce que je peux juste vous soumettre ça, c'est tout, vous voyez? On enlève le mot adoption. D'accord. Bon, pour le reste, je vais arrêter de voter parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas simplement s'exprimer sur un règlement qui est censé régler nos discussions. Une fois que c'est adopté, après on est tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le règlement? Oui, monsieur Antoine. Alors, juste une précision, vous avez évoqué le fait que nous devions travailler ensemble pour parler de la proposition existante. Est-ce que vous avez une idée de qui, comment C'est la commission communication qui pourra travailler sur le sujet. D'autres questions? Donc je le mets au voix avec les modifications présentées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante, le droit à la formation des conseillers municipaux, Olivier Noyer. Droit à la formation des conseillers municipaux. Monsieur le maire rappelle que la formation des élus municipaux a été affirmée par la loi 92-108 du 3 février 92. Relative aux conditions d'exercice des mandats locaux renforcées par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Monsieur le maire, je vous saute les détails de juridique. Monsieur le maire indique que le Conseil doit annuellement se prononcer sur cet exercice du droit à la formation, déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Chaque élu pourra bénéficier de la durée du mandat des droits de formation selon ses scoles. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants: agrément des organismes de formation, dépôt préalable des stages à la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec la fonction effective exercée pour le compte de la ville, liquidation de la prise en charge des justificatifs de dépenses, répartition des crédits et leur utilisation sur la base égalitaire entre les élus. Les thèmes privilégiés sont notamment au début de mandat les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec la délégation et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole, politique, gestion des conflits. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune et le montant de ces dépenses de formation doit être compris entre 2% et 20% des indemnités de fonction. Monsieur le maire attire enfin l'attention de l'Assemblée quant au fait que les frais de formation comprennent non seulement les coûts de formation en elles-mêmes, mais également les frais de déplacement et les frais d'enseignement et la compensation éventuelle de perte de revenus justifiée par l'élu en formation dans une limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et une fois examinée la valeur horaire du SMIC de croissance par heure. Chaque année, un débat aura lieu en vue du tableau de récapitulatif des formations exercées annexées au compte administratif. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité telles qu'ils viennent d'être présentées ci-dessus, de charger M. le maire d'effectuer toute démarche, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Y a-t-il des questions? Monsieur Palado. Nous aurions souhaité avoir une offre de formation, un catalogue des lieux, des dates, de façon à ce que les élus puissent programmer ces formations dans le temps. Il y en a beaucoup qui travaillent et on aurait souhaité avoir ces indications le plus tôt possible. Alors j'ai bien qu'en ce moment c'est compliqué avec la prévision des formations. Il en existe quelques-unes
à distance. Et puis j'espère que, enfin, nous espérons tous que qu'elles pourront se dérouler en présentiel en 2021. Le service ressources humaines vous adressera les références sur les sites de formation. Vous pourrez consulter pour demander ces formations auprès du service ressources humaines. D'autres questions, interventions? Je vais aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante. Régime indemnitaire mise en œuvre du CIA. CIA, ça veut dire complément indemnitaire annuel. Le régime indemnitaire et l'ensemble de primes. Le régime indemnitaire et l'ensemble des primes et des indemnités susceptibles d'être octroyées aux fonctionnaires au titre des articles suivants modifiés portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce régime indemnitaire n'est pas un complément de rémunération, il est versé en contrepartie d'un service rendu à la collectivité. Il appartient ensuite au maire de déterminer le montant individuel susceptible d'être versé à lui à chaque agent. Par délibération du 11 avril 2016 modifié, le conseil municipal a institué un régime indemnitaire au profit des agents de la commune de la Fontaine-Massé, et notamment le régime indemnitaire tenant compte des fonctions et suggestions de l'expertise de l'engagement professionnel, le RIF 7, constitué de deux parties cumulables, l'indemnité de fonction, et le CIA. Le comité technique a été saisi de ce dossier en sa séance du 13 novembre. Il est proposé au conseil municipal de compléter le protocole relatif au régime indemnitaire institué dans la collectivité en précisant que son paragraphe 4.4, autre absence, ne s'applique pas à la branche du CIA. Pourquoi on demande de modifier cet article-là? Parce qu'en fin de compte, ça serait une double pénalité pour les gens qui seraient absents, puisqu'ils seraient pénalisés au titre du CIA et au titre du RIF 7. Ça ne concerne pas tous les agents, mais ça concerne certains agents. Donc on demande à modifier, on est obligé de faire une déclaration par rapport à ça, pour modifier le fameux 4.4, pour ne pas pénaliser des agents, puisqu'ils seraient pénalisés au titre d'absence dans le cadre du CIA et du RIF 7. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Clément? Oui, non, ce n'est pas une question, c'est simplement une précision. Je crois qu'il serait bon pour les gens qui sont présents ici de présenter effectivement l'annexe qui a été proposée, qui a été discutée, parce que je crois qu'il faut comprendre comment les choses vont se passer, de manière à savoir effectivement comment vont être mis en place les barèmes, les indicateurs. Donc, je pense que là, comme ça, effectivement, je pense que si on pose la question à chacun dans le cours, on verra il y a une enveloppe, et ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, on ne sait pas. C'est dans ce sens-là que je propose effectivement que les intervenants puissent préciser ces éléments. Merci, monsieur Roy. Donc c'est un débat qu'on a eu en comité technique il y a quelques temps. Donc effectivement, c'est un peu abstrait comme ça, mais il y a deux grands principes derrière ce CIA. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une plus grande motivation, une plus grande reconnaissance des agents dans leur activité, dans leur motivation au niveau des équipes et des individus. Ce n'est pas une simple reconnaissance financière de la part de la municipalité du travail des agents. Il ne faut pas le prendre comme ça. L'objectif, il n'est pas là. C'est de développer une politique de gagnant-gagnant, c'est-à-dire une meilleure activité, une meilleure ambiance, des meilleurs rapports entre les agents, les élus, la population. C'est ça l'objectif du CIA. Par contre, c'est effectivement une prime, mais qui est sous-tendu par un certain nombre de règles. Ces règles, on aurait pu mettre un peu ce qu'on voulait, mais on a décidé qu'elles soient à peu près cohérentes à la demande des représentants du personnel. Il y a deux points qui sont importants. On voulait un système de calcul de prime qui soit simple, transparent, visible par tous les agents, y compris les élus. Et le deuxième point, c'est qu'il fallait un montant à distribuer. Alors, le système de CIA existait dans la municipalité
municipalité précédente, il n'avait pas de répercussion dans la mesure où il n'était pas abondé, c'est-à-dire il y avait 0 € à distribuer. Donc, par définition, il ne pouvait pas fonctionner. Donc, au niveau des points importants, le calcul simple du CEA, il faut que ça soit transparent. C'est une grille qui est sur 100 points, c'est un pourcentage, on compte. Hein. Il n'y a pas beaucoup de points qui sont notés. Il y a 60 points sur 100 qui sont corrélés à l'évaluation professionnelle annuelle, donc tous les agents, qui sont faits par leur N+1. Le deuxième point important, qui concerne 30 points, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. En clair, ça veut dire que plus les gens sont absents, moins ils ont de points, donc moins ils ont de primes. Et les 10 points restés, les 10%, concernent des suggestions particulières. Ça pourrait être, par exemple, dans un cas particulier, par exemple, le bon cas cette année, c'est le Covid. Il y a des services qui ont été plus impactés, donc ils vont avoir des points supplémentaires par rapport à ça. Ceci étant, ça représente 10% de l'évaluation concernant le système de calcul pour la prime. Le montant global de la prime, c'est un montant qui est déterminé annuellement, donc qui peut être modifié dans le prochain budget. On a souhaité que la prime moyenne possible distribuée par agent soit de l'ordre de 150 €. Il y a 100, une centaine d'agents à la ville de la Ferté, ça fait donc un budget global de 15 000 €. Cette prime-là est distribuée en fonction du nombre de points que vont avoir les agents sur la ville. Il y aura des garde-fous entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui ont très peu d'exercice parce qu'ils ont des temps très partiels, genre 5 heures par semaine. Donc on a souhaité qu'ils aient au moins un minimum de primes, donc ça va être bordé en bas, ça va être bordé en haut. Puisque l'enveloppe globale sera distribuée, on peut avoir des effets pervers. Tout ça, c'est au niveau du comité technique que ce sera réglé dans un deuxième temps. Le principe, c'est celui-là. Juste pour compléter ce que vient de dire Olivier, donc cette grille CIA va être adossée au dossier annuel d'évaluation faite pour chaque agent de la commune. Voilà, donc ça va être un complément à travailler par les évaluateurs. Monsieur Collado. Alors, cette grille, moi je l'ai découverte après le comité technique, hein, parce que est-ce qu'elle est transmise à tous les membres du conseil? Comment? Est-ce qu'elle est transmise à tous les membres du conseil? Non. Elle n'est pas laissée au conseil. Non. Puisque c'est un document de fonctionnement interne à la collectivité. Le conseil n'a pas à se prononcer sur la composition et la rédaction des grilles. C'est un outil de travail fourni aux agents. Alors, vous savez évidemment que tout le monde que toute évaluation, c'est simplement un outil de progrès, à la fois individuel et collectif. Et ici, on a les éléments d'évaluation de l'individuel. Évidemment, la fonction publique, malheureusement, ne prévoit pas aussi peu d'éléments d'évaluation du collectif, parce que les deux sont intimement liés, vous le savez. Il nous semblait simplement qu'en regardant en détail cette grille, il sera sans doute bien difficile à l'évaluateur de poser à la fois des critères et des barèmes, ou en un critère et des barèmes. C'est-à-dire, je prends un élément au hasard, vous allez évaluer la confiance en soi. Eh bien, je souhaite bien de courage dans la réévaluation de la confiance en soi, même si évidemment on a des commentaires en face. Barémisation, me semble, n'apparaissent pas ici. Des indicateurs non plus n'apparaissent pas. Mais évidemment, on a tous été confrontés dans notre vie professionnelle à la question de l'évaluation. Elle est toujours ressentie, presque toujours, je vous le dis, comme injuste, parce que soit c'est trop pour les uns, soit c'est pas assez pour nous-mêmes, hein, pour certains. Eh bien, c'est souvent la difficulté que l'on a quand on a un individu, et quand je vois le nombre de critères, la difficulté à en évaluer certains, j'en ai cité qu'un, mais il y en a d'autres, eh bien, je donne bien de courage à l'évaluateur, parce que moi, selon moi, ce qui manque ici,
c'est les indicateurs et le barème. Pour répondre, M. Collado, il n'y a pas de barème de données à l'agent ni à l'évaluateur. L'évaluateur n'a qu'une appréciation sur les critères qui sont définis. Les barèmes sont déterminés en interne, après, sur le calcul de répartition de la somme qui sera inscrite au budget. Et les modalités de calcul sont faites en interne et non pas représentées à l'agent. Ce qu'on demande à l'évaluateur, c'est une appréciation par rapport aux critères qui sont définis en interne. Autre question? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante, Guillermo. Règlement relatif au temps de travail, autorisation exceptionnelle d'absence. Par délibération en date du 17 décembre 2018, le Conseil municipal a adopté un règlement relatif au temps de travail. À la demande des représentants du personnel, estimant trop restrictives les autorisations exceptionnelles d'absence accordées pour subir des examens médicaux chez les spécialistes, il est proposé, il y a marqué au prochain Conseil municipal, il faut le prochain, il est proposé au Conseil municipal une modification du paragraphe 8.3, autorisation exceptionnelle d'absence selon la rédaction suivante. Pour des raisons personnelles, les agents peuvent demander à leur chef de service une autorisation exceptionnelle d'absence d'une demi-heure à une demi-journée. Cette demande doit être justifiée, formalisée et présentée aussitôt que possible. Ces absences seront l'objet de récupération à l'exception des autorisations d'absence pour subir des examens médicaux chez des spécialistes sous réserve de prescription du médecin traitant et pour assister à une sépulture d'un collègue ou d'un ancien collègue. Dans ces seuls cas, l'absence de l'agent sera autorisée le temps du rendez-vous ou de la cérémonie et du trajet éventuel. Cette disposition est applicable jusqu'à qu'un texte officiel vienne préciser les dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence. On modifie en fin de compte, on vous demande de modifier ce paragraphe-là, sachant qu'il y a un texte en préparation au niveau national qui va complètement encadrer ça. Mais en attendant que le texte soit publié, le représentant du personnel nous a demandé cette modification. Le même droit est accordé à l'occasion du montant et précaire. Dès lors qu'il a quitté son lieu de travail, l'agent n'est plus considéré comme étant en service. Tout refus de voir être motivé et signifié par écrit. Le comité technique a été saisi de ce dossier lors de sa séance du 13 novembre 2020. Il est proposé au Conseil municipal de modifier le paragraphe 8.3, autorisation exceptionnelle d'absence, du règlement relatif au temps de travail dans la collectivité selon les termes exposés ci-dessus. Je vais charger M. le maire d'effectuer. Des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point suivant, indemnisation du compte épargne-temps de Mme Fabienne Mousset. Mme Fabienne Mousset, attachée territoriale, passée en surnombre depuis le 1er janvier 2020, demande à bénéficier d'une rupture conventionnelle à l'effet du 1er décembre 2020. Or, cet agent ne sera pas en mesure de solder son compte épargne-temps avant la fin de la relation de travail et demande en conséquence l'indemnisation de ses jours non pris. Je vous passe les textes en référence qui stipulent ce règlement-là. Conformément au décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte d'épargne-temps dans la fonction publique territoriale, les collectivités peuvent prévoir par délibération une compensation financière au profit de leurs agents en contrepartie des jours inscrits sur leur compte épargne-temps. Cette compensation, conformément au texte précité, peut prendre une forme d'indemnisation calculée forfaitairement en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent, en l'espèce 125 € par jour pour l'agent de catégorie A. Or, la commune n'a pas délibéré sur ce point. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à la monétisation du compte d'épargne-temps de Mme Fabienne Mousset en référence du texte.
plus un petit complément. Je proposerai d'ajouter par référence au texte usé dans le cadre de la rupture conventionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Collado. Combien de jours ça représente? 43 jours. Autre question? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Enfin, clôture du budget annexe de lotissement chemin de bas. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le budget annexe du lotissement chemin de bas a été ouvert par délibération en date du 27 septembre 2010 afin de répondre à la création d'un lotissement. Compte tenu de la vente de tous les lots, ce budget annexe n'a plus lieu d'exister. Considérant que l'ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant au lotissement du chemin de bas ont été passés au sein du budget annexe lotissement chemin de bas, il est proposé au conseil municipal de clore le budget annexe lotissement chemin de bas. Monsieur le maire, on est chargé. Il y a une question? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Les fonds sont mis à disposition de 2 minibus en région escartoise, Bagnoles, un avenant Véronique. Convention de mise à disposition de 2 minibus par la jeunesse escartoise. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par délibération, en date du 27 mars 2017, la commune a accepté de conclure avec l'association Jeunesse Escartoise Bagnoles une convention pour la mise à disposition de 2 véhicules de type minibus de 9 places pour une durée de 3 ans. Il y aurait lieu de poursuivre cette mise à disposition par le biais d'un avenant indiquant que la convention est prorogée de 3 ans. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure un avenant à la convention de mise à disposition avec l'association Jeunesse Escartoise Bagnoles, d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à intervenir, de charger monsieur le maire d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Y a-t-il des questions? Je ne participe pas au vote. Monsieur Je ne participe pas au vote en tant que président de la Escartoise. D'accord. Des questions? Non. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Vente de parcelles, monsieur Fouché. Vente de la parcelle numéro 10 du lotissement de la parcelle à monsieur de clôture de l'Escartoise. Monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal que la déclaration en date du 16 décembre 2019 l'Assemblée délibérante a accepté de reconduire pour les années 2020, 2021 et 2022 les tarifs promotionnels pour les parcelles des lotissements communaux. Par courrier reçu le 21 avril 2020, monsieur le maire ont distribué de réserver la parcelle de lotissement de la rue. Une attestation de réservation a ensuite été signée le 17 septembre 2020 et par courrier remis le 9 novembre 2020. Les époux ont confirmé leur engagement pour l'achat de cette parcelle. Le prix de la parcelle numéro 10 d'une surface totale de 800 m² avait été fixé à 15 € le mètre carré, soit un montant total de 12 000 €, frais d'acte à charge
Merci. Des questions? On ne voit pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je suis obligé de session. Partie de la Cour Georges Brassens. Session d'une partie de la Cour de Georges Brassens. Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il a lieu de régulariser une session qui a débuté en 1995 et qui n'a pas été achevée. Monsieur le maire Guzman, pour solliciter l'acquisition d'un terrain commun public pour Georges Brassens, une grande propriété. La surface de la parcelle à acquérir est de 40 mètres carrés. Monsieur le maire Guzman pour l'utiliser pour construire un abri pour le Avant la session de cette parcelle, il y a lieu de procéder à une enquête publique afin de déclasser la partie de la Cour Georges Brassens du domaine public de la commune, pour intégrer dans le domaine privé. En plus du coût d'achat de la partie de la commune Georges Brassens, les acquéreurs devront s'acquitter des frais de relevé, de bornage et de frais d'achat. Cette demande avait été présentée en commission de travaux le 12 janvier 1991 et un avis favorable a été donné. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder au conseil de l'enquête publique de déplacement d'une partie de la Cour Georges Brassens en vue de son placement dans le domaine privé de la commune, dans le but de son aliénation. Je charge M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires pour la conduite à la bonne fin de la présente décision. Merci. Des questions? Monsieur Ferrand. Monsieur le maire, je suis surpris que cette délibération ne soit présentée aujourd'hui. À la dernière commission des travaux, ce point n'a pas été évoqué, je suis un peu surpris. Je trouve illogique qu'on nous demande de nous prononcer sur un sujet méconnu et qui date de 26 ans. La commission dont vous faites référence, il me semble que vous étiez directeur des services à l'époque, et je pense que vous auriez pu faire avancer cette délibération en 1995. Pour moi, cette délibération devrait être reportée pour que la commission des travaux actuels puisse être informée et puisse se prononcer. Ensuite, le prochain conseil municipal devra délibérer. Monsieur Frémont, merci de rappeler que j'étais responsable des services techniques en 1995. Voilà, à l'époque, l'organisation des services de la mairie était comme aujourd'hui une partie technique, avec présentation des dossiers en commission de travaux, c'est ce qui a été fait à l'époque, et une partie administrative qui suit la validation des dossiers, partie administrative qui est en charge d'organiser les enquêtes publiques. C'est encore comme ça aujourd'hui. Le service technique traite des problèmes techniques de chaque dossier et le service administratif suit les enquêtes publiques. Voilà. Donc ce dossier-là a été étudié en 1995. Monsieur Guzman a construit sur ce bâtiment-là. Je ne vois pas trop l'intérêt de revenir sur ce dossier-là en termes d'avis de la commission de travaux, surtout que la commission de travaux a émis un avis à l'époque. Il faut surtout reprendre le dossier, faire l'enquête publique pour régulariser une situation qui aurait dû être régularisée depuis. Il n'est pas question de revenir sur cette. C'est un principe de nous faire voter sur une commission de 26 ans. Derrière, moi je trouve ça complètement aberrant. Je trouve plus logique de présenter ça en commission de travaux, on en parle en commission de travaux, ça reviendra au conseil, et là on pourra voter. Mais derrière une commission qui date du 12 janvier 1995, ça fait un peu rire. Excusez-moi, moi j'ai rencontré José, c'est mon ami, il a compris et je lui ai dit que j'avais voté contre. C'est pas contre le projet. Il faut savoir qu'ils l'ont construit leur truc. M. Guzman aura un problème de santé, il vient à disparaître, le bâtiment ne leur appartient pas, il appartient au propriétaire foncier. Donc c'est vrai qu'il faut faire vivre. C'est un fait. Bien sûr, moi je suis contre le principe de nous faire voter derrière une délibération du 12 janvier 1995. À ce moment-là, on va voter le code Napoléon aussi. Non, il faut arrêter. C'est simplement un truc de principe, c'est tout. Voilà, M. Frémont, la procédure aurait été faite comme elle aurait dû être faite. Le dossier n'aurait pas dû arriver cette année en 2020. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça fait quand même des ordres. Depuis le temps, il y a eu 4 maires, il y a 7 conseils municipaux. D'accord, ça fait des ordres. Mais bien sûr. On est installé. ça. Monsieur Frémont, on est installé depuis le 4 juillet. Oui, on a rencontré M. Guzman au mois de septembre. Non, mais c'est le réel problème.
bâtiment a été construit sur un terrain qui appartient pas. Donc il y a eu des erreurs au niveau administratif. Là, je ne sais pas, mais bon, moi, Très bien. D'autres questions? Je mets en voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Je vous remercie. Question suivante. Convention de la mise à disposition du matériel et de données relatives au contrôle des hydrants avec le DIF, service départemental d'incendie et de secours de l'eau. Monsieur le maire propose au nom du conseil municipal de signer avec le DIF, service départemental d'incendie et de secours de l'eau, une convention de mise à disposition de matériel fourni par le DIF à titre gratuit pour la réalisation des contrôles techniques d'installation de prospection incendie. Les agents communaux détachés avec ces contrôles, sapeurs-pompiers volontaires agiront sur leur temps professionnel et sans contrepartie financière souscrire les assurances nécessaires à la couverture de cette activité, tant pour le quartier personnel que pour les matériels. La convention pourrait être conclue pour 3 ans et sera renouvelable par technique reconduction. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec le DIF la convention de mise à disposition du matériel et de données relatives au contrôle des hydrants. D'autoriser M. le maire à signer la convention. Et charger M. le maire à effectuer toutes les démarches utiles nécessaires pour la conduite à la bonne fin de la présente décision. Merci. Les questions? On ne voit pas qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante, rapport d'activité 2019 du TE 61, M. Couchet. Rapport d'activité 2019 du TE 61, territoire d'énergie Corse. Monsieur le maire, informement des membres du conseil municipal que par courrier en date du 8 2020, le TE 61, territoire d'énergie Corse, a transmis à la commune au partenaire un exemplaire de son rapport d'activité de l'année 2019, dans lequel sont relatés les démarrements de l'année écoulée, la programmation des différents travaux et le bilan financier ainsi que les rapports d'activité 2019 et les bornes de recharge détaillant la progression des ventes. Par rappel, depuis le 1er janvier 2014, le TE 61, anciennement SE 61, jusqu'au 31 décembre 2017, et l'autorité concédant du service de distribution de l'électricité pour l'ensemble par délégation des communes. Il est ainsi propriétaire de la l'électricité de l'État. À ce titre, le TE 101 est la collectivité organisatrice de la distribution publique et de la fourniture d'électricité aux usagers. Néanmoins, le TE 101 a confié la concession à ENGIE pour la partie distribution et à EDF pour la partie fourniture. La mission première du TE 101 est donc la gestion des réseaux d'électricité à travers les divers travaux d'électrification, renforcement, sécurisation et enrichissement des réseaux. Et afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique, le TE 101 accompagne ses adhérents, dont des nouvelles compétences telles que le gaz, l'éclairage public, la production d'énergie renouvelable, la mobilité, les réseaux de chaleur bois énergie ou encore la réalisation des conseils énergétiques sur les bâtiments publics. Le document est complet et consultable au secrétariat général de l'État. Il est proposé au conseil municipal en acte de la communication du rapport d'activité de 2019 du TE 101, territoire d'énergie Corse. Et par le monsieur le maire, d'effectuer toutes les démarches utiles nécessaires pour la conduite à la fin de la présente activité. Merci. Une question? Monsieur Fernand. Il me semble difficile de prendre acte de la communication des rapports d'activité, puisque M. l'adjoint ne nous a pas fait de communication des rapports d'activité. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir voter pour, parce que le travail n'est pas fait complètement. Monsieur Fernand, il a indiqué qu'un document complet et consultable au secrétariat général. Donc, vous pouvez venir consulter le document. Oui. Vous pouvez le consulter après le conseil, mais on ne peut pas prendre acte au moment où il manque un rapport d'activité. Voilà, donc il est décidé de prendre acte de la communication du rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix qui est contre. Monsieur Frémont. Qui s'abstient? Excusez-moi, monsieur le maire.
Ce que demandait M. Follet, c'est juste un condensé du rapport. C'est pas juste la lecture de la délire, on l'a tous lu. C'est une petite synthèse que chacun a faisait. On ne demande pas quelle page, on demande juste l'essentiel d'un document qui concerne nos collectivités. Ça peut tenir en 10-15 lignes, c'est tout. Et une synthèse, un résumé, je ne sais pas comment la faire. Vous viendrez consulter le rapport à l'activité au secrétariat général. Question suivante. Informi. Section sportive d'agglomération citadine. Convention de partenariat. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée que dans le cadre de la section sportive du collège d'Abrel et afin de fixer les principes conventionnels qui lient les différents partenaires en respect du schéma directeur de la Fédération française de foot et de la Ligue de bassin-vendée, une convention a été conclue en 2017. Il y aurait lieu de la renouveler en tenant compte des évolutions liées à ce partenariat. La présente convention est conclue pour l'année scolaire en cours et reconduite tacitement d'année en année. Il est proposé au Conseil municipal d'accepter de conclure avec le collège d'Abrel et les différents partenaires la convention de partenariat, d'autoriser M. le maire à signer et de le charger des futures démarches. Y a-t-il des questions? On ne voit pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Contrat de location avec l'association mondaine Handball. Monsieur Ferrand, est-ce que vous votez la délibération précédente? Je suis impliqué notamment dans le cahier des chercheurs, mais normalement, Voilà, c'est pour ça. Donc, normalement, je dois pas voter. Non, non. Merci. C'est bon? Oui. Donc, contrat de location avec l'association mondaine Handball pour la location de voitures à pédales et du matériel politique de la base de loisirs. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que, dans le cadre de la saison estivale, plus particulièrement pour les activités pédalo, kayak, stand-up, paddle, Rosalie et karting, il est proposé d'établir un contrat sous forme de location-gérance avec l'association mondaine Handball. La présente convention que vous trouverez en annexe, page suivante, est conclue pour une durée de 5 mois et demi, à compter du 1er avril 2021, pour une redevance fixée à 7 500 €. La redevance couvre donc la période du 1er avril au 15 septembre 2021. Une réduction de 10% pourra être consentie en cas de taux d'ensoleillement normalement faible sur la saison estivale, moins 15 jours. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure le contrat de location avec l'association mondaine Handball, d'autoriser M. le maire à signer et de le charger d'effectuer ces démarches. Merci. C'est une reprise des conventions qui existaient déjà. Y a-t-il des questions? Monsieur Collado, Oui, préciser qu'un taux d'ensoleillement anormalement faible sur la saison estivale, entre parenthèses, moins de 15 jours, on pourrait le lire autrement, on pourrait dire que si l'ensoleillement est de moins de 15 jours et un taux d'ensoleillement avec un nombre en valeur absolue, ça ne colle pas, je ne vois pas comment on peut le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peut-être reformuler le moins de 15 jours. Est-ce que c'est au moins 15 jours de diminution par rapport à la normale ou est-ce que c'est un taux de 10%? Non, je peux me permettre de porter une décision parce que c'est moi qui ai mis en place ce dossier-là il y a maintenant 5 ans, parce que j'étais en 2015. Cette clause-là, effectivement, fait allusion effectivement au nombre de jours d'ensoleillement. Ce qui veut dire que c'était pour éviter, si on a une année qui est catastrophique sur un plan météo, que l'association soit pénalisée. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on mesure chaque année avec le service sport, effectivement, enfin, je pense que je reste du moment, le nombre de jours éventuellement concernés ou concernables pour voir s'il y a eu moins de 15 jours ou plus de 15 jours. Donc voilà à quoi fait allusion cette année. Très bien, autre question?
Dédalo, Caillac, Poisonnier et Carty. Celle-ci était payable par le biais de cartes passeport achetées auprès de l'accueil du plan d'eau au tarif de 10 € la carte de 10 points. Au mois d'août 2020, le service sport et loisirs a reçu un appel de M. Dojar-Philippe souhaitant utiliser les points achetés pour accéder aux activités. Ces points ne pouvant plus être acceptés comme moyen de paiement, il est proposé de les rembourser à titre exceptionnel par virement bancaire pour un montant de 20 €. Cependant, dans la mesure où la régie recette accueil plan d'eau n'existe plus depuis la mise en place de la gérance, et pour éviter toute autre demande de ce type, il est proposé qu'aucun remboursement ou contrepartie ne soit effectué, hormis celui-ci proposé. Proposé au conseil municipal d'accepter de rembourser à titre exceptionnel les points restants sur les caisses passeport de M. Bejard, soit 20 €. De refuser tout autre remboursement ou contrepartie en regard de ces cartes passeport, hormis celui accepté précédemment, et de charger M. le maire d'effectuer ces démarches. Merci. Y a-t-il des questions? On va pouvoir donner un mot à M. Bejard. Vote contre, abstention, merci. M. Salam. Rapport d'activité du 2019 du parc naturel régional de Rondinelle. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée que par courrier en date du 1er juillet 2020, Madame la présidente du parc naturel régional de Rondinelle a transmis à la commune de l'Interpellation un exemplaire de son rapport d'activité de l'année 2019, dans lequel il est possible de découvrir au fil des pages les nombreuses actions menées par le parc dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'économie, de l'urbanisme ou du tourisme. Dans ce document, il est arrivé environ 8 jours. C'est vrai que vous n'avez pas le rapport d'activité, vous n'avez pas pu le consulter, mais il sera consultable à partir de demain. Sans excuser, quand on est à résumer tout de même, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu de ce qu'il s'agit et le contenu, disons, de l'année 2019. Alors, le parc naturel régional de Rondinelle suit principalement 3 axes. Le premier axe, c'est favoriser la biodiversité en assurant l'équilibre des patrimoines naturels, culturels et socio-économiques du territoire. En fait, dans les faits, c'est approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels et les humaniser les sites par la communication. Le deuxième axe, qui a donc été travaillé sur l'année 2019, c'est responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire. Alors, responsabiliser, c'est tout simplement contribuer au maintien des patrimoines énergétiques, paysagers et architecturaux. Exemple, les bocagères, le bois, la forêt, tout ce qui nous entoure. Le minéral, bien sûr, le granit, qui est bien sûr très présent dans notre région. Le troisième axe, c'est promouvoir les conditions et les activités respectueuses du territoire. Alors, le troisième axe, on pourrait dire, c'est encourager les alternatives à l'intensification et au surdéveloppement. C'est favoriser les activités identitaires du territoire. C'est les conversions, bien sûr, en agriculture biologique. Exemple, les conversions, disons, ça peut être l'exploitation agricole, ou les produits de bouche aussi, pour mettre en avant, type les tripes sartoises, des sapés de Longé-l'Abbaye, où le parc favorise et aide donc les entreprises dans ces démarches. Alors, le document complet est consultable, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secrétariat général de la mairie peut le Il est consultable depuis l'envoi de la convocation du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la publication du rapport d'activité 2019 du parc naturel régional de Rondinelle. Alors, on pourrait aussi parler donc du budget de fonctionnement. Le parc, c'est quand même un très gros budget, vous le savez. C'est quand même 4 956 000, disons, de frais, de frais de budget, principalement, et l'investissement de 4 322 000. Donc, c'est très important. En
concernés dans le périmètre d'Arc, en fait, on verse 1,02 € par habitant au patron. Et ça nous met quand même sur la table, au niveau des réalisations que nous pouvons faire, 14 €. Alors, ils viennent d'où, les autres euros? Eh bien, ils viennent tout simplement de l'Europe, qui rentrent dans le budget à raison de 25%. Les pays de la Loire, puisque comme vous savez, le parc normandinais s'en va dans les pays de la Loire, à raison de 21%. Et aussi les pays de Normandie, 19%, l'État, 14%. Les EPCI du bas, c'est-à-dire à raison de 5%. Et les communes, les départements de l'Ain, les départements de la Sarthe, les départements de la Mayenne, qui représentent à peu près 8%. L'agence de l'eau, aussi 1%. Et les recettes propres au parc, puisque comme vous savez, il y a des établissements, ils font des visites, ils font des actions, qui représentent à peu près 7%. Voilà ce que l'on peut dire sur le parc. Donc, ce qui va être intéressant dans l'année à venir, en disant les jours à venir aussi, c'est la charte qui va se mettre en place, disons, la nouvelle charte. Actuellement, nous sommes sur la charte 2008-2023 et on va commencer à travailler sur la charte 2023-2038. Alors, vous avez déjà vu ça sur les journaux, je pense, hein, ou de notification. Voilà, alors en fait, les grands thèmes qui vont être abordés sur les 3 années à venir pour aller jusqu'à 2023 pour présenter cette charte, on va travailler donc sur le déclin de la biodiversité, sur le changement climatique, et c'est la raison pour laquelle le cadre stratégique de la prochaine charte reposera sur l'objectif suivant: faire de Normandie-Même un territoire de résilience. Alors c'est tout un programme, bien entendu. Alors vous pouvez travailler tout le monde, soit par, disons, par communication par Internet, il y a un site, vous pouvez aller en mairie, voir aussi, pour avoir tout simplement les données, les coordonnées, et travailler sur le site de domaine, à titre personnel. Ensuite, tout ça, ça sera remonté et on travaillera nous ensuite au parc et ça. Voilà, donc, je ne sais pas, il y a quelque chose. Merci. Il est juste demandé de prendre acte de la communication du rapport, comme pour le TE 61. Et on lit le rapport, et les rapports sont consultables dès l'envoi de la communication du conseil municipal. Monsieur Calado. Alors, merci pour ce résumé, cette synthèse. Si vous permettez, on aurait pu ajouter un projet qui est aujourd'hui d'actualité, que vous avez sans doute vu dans la presse et que porte le parc, mais aussi les collectivités qui le financent, qui sont partie prenante. C'est le projet Géoparc mondial UNESCO. C'est qui nous a été présenté il y a quelques mois déjà ici à la commune, puisque Laurent Martin, le conseiller régional qui est en charge des parcs pour la région, est venu le présenter. Donc c'est un projet d'ampleur et d'importance pour la région, et c'est un label qui pourrait avoir des retombées intéressantes pour notre territoire. Voilà ce que je souhaitais ajouter à la présentation de Yves, qui résume bien le rapport d'activité. Faire mention également de nos liens avec les écoles en matière d'éducation pour le parc, parce qu'ils ont énormément de propositions pour les écoles, mais les collèges, les lycées, enfin bref, l'ensemble de la formation. Et enfin, vous vous demandez si c'est possible de mettre simplement dans la convocation numérique qu'on reçoit, voilà, on ne demande pas le papier, mais dans la convocation numérique, soit le lien, soit le fichier, puisque si vous l'avez reçu, c'est simplement nous faire un transfert de fichier par voie dématérialisée, ça ne coûte pas, en tout cas, ça coûte beaucoup moins cher que le papier. Voilà. Je voulais poser une question. Est-ce que le document complet est consultable sur le site du parc? Oui. Ça, c'est peut-être plus simple pour nous. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, il est demandé de prendre acte de la communication de rapport. Merci. L'ordre du jour est épuisé. On va appliquer maintenant le règlement du conseil municipal, évoqué en début de séance, en menant aux questions diverses. Y a-t-il des questions?
s'il arrivait que l'on ne sorte pas du paradis, c'est une hypothèse très assez plausible, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette cellule sera enterrée, ou bien si elle va, à un moment ou à un autre, fonctionner? Et la deuxième partie de la question traite de la police municipale. Vous étiez également engagé à remettre en place une police municipale, ce qui est une intention tout à fait louable. Maintenant, vous la conditionnez à la sortie du Ferrario et à l'examen des finances de la ville. Je vous repose la même question, si on ne sort pas de Ferrario, quid de la police municipale? Très bien. Une réponse simple. Le calendrier de sortie de Ferrario est modifié suite à la position de Madame la préfète. Notre calendrier. Le service attractivité va être mis en place quand même au 1er janvier. C'est pas une cellule, c'est un service. Attractivité, il va être composé d'une fusion de deux services, le service animation et le service communication. Donc il va être opérationnel au 1er janvier. Le dossier va être présenté en comité technique courant décembre, puisque une modification de service doit être présentée en comité technique, et donc opérationnel au 1er janvier. Sur le deuxième point, la police municipale. Certes, c'était dans notre projet, on n'a jamais dit qu'elle serait en place au 1er janvier 2021. Donc, les conditions de sortie de Ferrario sont modifiées par rapport à 2021, mais le point le plus important, c'est de regarder les finances de la ville. Le compte administratif va être un moment important pour évaluer la pérennité des recettes de la commune. C'est surtout ça l'important. Depuis qu'on est arrivé, un gros travail a été fait. Je remercie les différents services sur des récupérations de dettes importantes. J'en donnerai le détail au moment du compte administratif, de la présentation du compte administratif. Et ces recettes, il faut qu'on arrive à les pérenniser dans le temps pour pouvoir financer notre service police municipal. Donc la décision de réinstallation du service police municipale, je rappelle qu'elle a été supprimée par l'ancienne municipalité quand même, sera présentée lors de l'élaboration du budget. Voilà la réponse aux deux questions. Autre question? Moi j'ai une question par rapport au CCAS et par rapport au remplacement de la responsable qui doit prendre un congé de maternité de 6 mois. Quelle information peut-on avoir à ce sujet? Oui. La question concernant le remplacement de cette personne-là ne concerne que le conseil d'administration du CCAS et non pas le conseil municipal. Il y a un conseil d'administration au CCAS et donc lors d'un réunion du CCAS, vous évoquerez le sujet lorsqu'il se réunira. On ne peut pas avoir de réponse. Comment? Pas de réponse donc ce soir. Voilà, c'est le conseil d'administration du CCAS qui gère le personnel du CCAS. Ce n'est pas le conseil municipal qui gère le personnel du CCAS. Vous pouvez nous rappeler qui est le président? Oui, quand même. C'est moi le président. Et là, on est en réunion de conseil municipal. Très bien. Donc, c'est pas la même chose. Il y a un conseil d'administration, c'est lui qui gère. Voilà. Vous nous avez informé. Vous avez posé la même question. Vous avez informé en CCAS qu'elle ne sera pas remplacée. Oui. Est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Autre question? Oui. Vous nous aviez dit qu'un groupe de réflexion serait mis en place pour préparer le remplacement ou pas d'ailleurs de la gestionnaire du restaurant municipal au moment de son départ en retraite dans quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette réflexion? Je n'ai jamais dit, M. Collado, qu'un groupe de travail serait mis en place pour le remplacement de la gestionnaire du
que le groupe de travail s'est mis en place pour évaluer le nouveau fonctionnement du restaurant municipal. C'est pas tout à fait la même chose. Donc le groupe de travail s'est réuni le 13 décembre. Et j'ai demandé aux techniciens municipaux un état des lieux précis et chiffré sur le personnel, sur les recettes, sur les dépenses et sur le patrimoine. Le résultat de cette première phase nous permettra de définir les enjeux et les pistes de réflexion pour un fonctionnement à la prochaine rentrée scolaire. À ce moment-là, la question du remplacement de la gestionnaire sera évoquée. Très bien. Et son départ est prévu pour quand exactement? Fin juin. Voilà. Avant, avec les soldes de congés et autres, c'est avant juin. Non, fin juin. Fin juin, combien? Autre question? Oui. La question que vous avez eue, monsieur le maire, il y a quelques jours, je me permets de les énumérer. Qu'en est-il du remplacement d'animateurs au centre socio-culturel Voilà, donc là aussi, on travaille avec la responsable du centre culturel pour, comment je peux dire, analyser les pistes d'évolution du service social dans le cadre de la préparation du futur contrat avec la CAF que l'on a rencontré également. Donc il est demandé à la directrice du service de travailler sur les actions et l'organisation du service social en tenant compte du personnel déjà en place et d'évaluer des possibilités de repositionnement interne sur le centre social. De regarder également les actions qui sont portées par le centre social et qui viennent je dirais, passer en concurrence avec d'autres services. Bon, juste un exemple, le conseil budgétaire. On s'aperçoit que les organismes bailleurs font du conseil budgétaire à leurs locataires, que l'UDAF fait du conseil budgétaire à ses locataires, que la CAF fait du conseil budgétaire, et que les assistants sociaux font également du conseil budgétaire. Et pourquoi nous, on continuerait aussi à faire du conseil budgétaire. À mon avis, il y a un travail à faire sur les actions du centre social, la même chose au CCAS, pour définir les rôles de chacun et de pouvoir orienter le travail des services dans les besoins de la population qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Je peux continuer? Oui. Sur la commune d'Antoigny, commune déléguée d'Antoigny, il y a plusieurs immeubles. À un moment donné, on avait commencé un travail sur cette question-là. Des biens qui sont en déshérence, pour faire simple, pour réputer 100 mètres pour l'État et l'occupant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces procédures, si elles sont poursuivies ou pas? Oui, la procédure a continué puisque le dossier complet a été transmis cet été à la préfecture. Nous n'avons pas encore de retour sur ce dossier. Notre question, l'avant-dernière question, compte tenu de la crise sanitaire, vous avez engagé un certain nombre de mesures pour venir en aide aux personnels les plus fragiles et les plus vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, s'il vous plaît? Vous les avez vus dans la presse, M. Pelado, la dernière action et la mise en place du transport pendant la période du confinement, transport qui a été mis en place ce matin. Voilà, d'une manière générale, nous avons travaillé avec les associations, les services d'aide à domicile, et je remercie toutes les associations et le personnel, et Véronique pour le travail qui est fait auprès de toutes ces personnes. Voilà, nous avons dû reconstituer le fichier des personnes que vous aviez utilisé au printemps dernier lors du premier confinement.
public ne vous appartient pas, mais aurait dû être laissé au CCAS. Il a fallu le reconstituer. Voilà, je remercie encore le personnel du CCAS pour le travail réalisé. Il est en préfecture. Attendez, quand vous dites que vous appartenez pas, ça veut dire quoi ça? Que c'est un fichier que vous avez utilisé au printemps et que l'on n'a pas eu, qu'on n'a pas retrouvé. Voilà. Vous plaisantez, c'est un fichier des maths qui a été effacé, on n'a pas de trace de ce fichier, il nous a été communiqué dans le cadre du confinement, dans le cadre de la loi. Quand vous dites qu'il ne nous appartient pas, ça veut dire quoi? J'aimerais bien entendre un peu ce que vous insinuez là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que l'on a été obligé de reconstituer le fichier parce que le fichier que vous avez utilisé au printemps, on ne l'a pas récupéré. Voilà. Et est-ce que c'est la faute au membre ici? Je dis seulement qu'on n'a pas récupéré le fichier que vous avez utilisé. Et alors, en quoi on est responsable de ça? On n'a pas bien vu, ce fichier-là, il nous a été transmis à la demande dans le cadre du confinement pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Et c'est un fichier qui est institutionnalisé aux personnes vulnérables. Voilà. Oui. Concrètement, vous pouvez nous dire... Ce fichier. Non. Il nous avait été demandé par la préfecture, il a été communiqué, vous pouviez très bien leur demander. C'est une demande que l'on a fait pour les services et il n'y avait pas de fichier. Donc, Voici le fichier. Non. Voilà. Mais concrètement, vous avez parlé du transport, mais concrètement des autres aides. Vous avez parlé de travail avec les aides, des associations d'aide à domicile, mais concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est de pouvoir, de demander aux aides à domicile de nous faire le retour des besoins des personnes qu'elles rencontrent. Voilà. Et vous avez répondu quoi, le besoin? Comment? On ne va pas passer la soirée là-dessus, ce Colado. Lorsqu'il y a une demande qui est faite au CCAS, on y répond. Recenser les besoins, c'est ok, ça on le fait, mais après comment vous avez répondu? Ma question c'était ça déjà. Comment vous avez répondu aux besoins des personnes les plus vulnérables? On répond au cas par cas. D'accord. On répond au cas par cas. Voilà. Et c'est le CCAS qui gère ces demandes-là. Voilà. Donc, vous n'avez pas de fichier, vous appartenez, vous n'avez pas appelé les personnes. J'ai une dernière question, vous voulez bien. Vous avez engagé, et c'était le slogan de votre campagne, à quitter l'agneau. C'était votre slogan, et c'était, vous l'avez dit, pour nous, je vous cite, cette élection a valeur de référendum. La démarche que vous avez engagée, je vais dire à la tête chic cet été, la préfète n'ayant simplement fait que rappeler la loi, que personne ne vous connaissait, puisque vous avez évoqué tout de suite, il y a quelques instants, que, je vous cite, le calendrier a été modifié, le calendrier du retrait, à la suite de la lettre de Madame le préfet. Je sais pas, le calendrier en question, vous avez annoncé le 1er janvier, il s'avère que le 1er janvier, l'affaire Témassé ne sortira pas de l'agneau. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce que vous en êtes dans cette démarche, puisque vous y avez engagé toute l'affaire Témassé, non pas avec 60% des voix, mais avec simplement 51% des voix. Voilà, est-ce que vous pouvez dire aux Fertois, qui sont très intéressés par la réponse que vous avez apportée, où en sommes-nous et quelle suite allez-vous donner à cette procédure? Monsieur Colado, je voudrais déjà vous rappeler que le slogan que l'on a utilisé pendant toute notre campagne, c'était pas la sortie de Ferrago, c'était de rendre notre ville vivante et attractive. Le slogan. Voilà. Et pour y arriver, nous allons quitter Ferrago. C'est ça. C'est marqué dessus, c'est le... Comment? C'est marqué en titre de vos documents chaque fois. Ouais. Je n'ai que ça. Notre ville vivante et attractive, quittons Ferrago. 2 points, quittons Ferrago. Voilà. Ok. Pour l'instant, on ne va rien dire. Voilà. Vous évoquez le résultat des élections municipales à 51%. Je vous rappelle, M. Colado, que le premier tour des élections municipales, avec les 3 listes, 2 listes qui proposaient la sortie de Ferrago, représente un total de près de 60% des Fertois. Donc voilà, c'est une
rappeler ce chiffre-là parce qu'il est important. Et c'est ce chiffre-là que l'on utilise aussi dans notre démarche auprès de Madame la Préfète. Je vous rappelle, M. Collado, excusez-moi, je ne sais pas couper. Je vous rappelle que le Conseil municipal du 23 juillet a décidé d'appliquer la procédure dérogatoire prévue par la loi engagement à la proximité, en précisant dans cette délibération que le chiffre de population publié par l'INSEE pour 2020 ne ferait pas passer la population de Ferrago, de la Bretagne de la Ferté, sous le seuil de 50 000 habitants. Non, M. Collado. L'article de la loi dit que le seuil c'est 50 000 habitants. On ne va pas faire passer Ferrago sous le seuil défini à un autre article. Cette délibération n'a pas fait l'objet de remarques de la préfecture. L'étude destination des incidences a été réalisée par le cabinet Calia avec la participation des éléments ont été communiqués par Ferrago et par la communauté de communes, contrairement à ce qui est écrit par M. Dallon dans la presse locale. Le 9 septembre, l'étude a été remise à Madame la Préfète et au président Ferrago de la communauté de communes en vient de passer. Le 21 septembre, sur présentation d'études, le conseil municipal demande le retrait de Ferrago et l'intégration au sein de la communauté de communes en vient de passer. Cette délibération n'a pas fait l'objet aujourd'hui de remarques de la préfecture. Sans aucune remarque sur les délibérations, ni sur l'étude d'impact, Madame la Préfète, par courrier du 7 octobre, nous informe que le seuil de population à prendre en compte est de 50 000 habitants au lieu de 50 000 habitants. Interprétant des textes que nous avons contestés le jour même à Madame la Préfète, en rappelant également que près de 60% des Fertois avaient voté pour la sortie de Ferrago lors du premier tour des élections municipales. Ça se joue au deuxième tour, une élection, ça se saurait. Je vous rappelle juste quelques éléments juridiques sur lesquels on s'appuie. L'article de la loi du 27 décembre indique que lorsque l'on sortirait de Ferrago, on ne peut pas passer en dessous des seuils définis à l'article L5216-1. Cet article dit que pour créer une communauté d'agglomération, il faut plus de 50 000 habitants. Pour créer une communauté d'agglomération, il faut plus de 50 000 habitants, c'est-à-dire 50 001 habitants. Et il est dit dans ce même article que le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté de communes comprend le chef-lieu du département. Lorsque l'on parle de seuil dans un article et que l'on parle d'un seuil dans un autre article, on peut penser que le seuil est identique. Pour nous, le seuil est à 50 000 habitants, c'était l'objet de notre analyse. Le conseil juridique de la mairie a travaillé sur le sujet, nous avons fait part de nos remarques à Madame la Préfète. Nous sommes en attente de son retour, à défaut de précision ou de modification de son avis sur la réponse qu'elle nous a faite le 7 octobre. Nous déposerons un recours au tribunal administratif. Très bien, les questions diverses sont terminées. Je vous remercie, je vais la séance.